Bonjour à tout le monde, bienvenue au webinaire CNCH. Je suis le docteur Alexandre Michi, cardiologue à l'hôpital de Montluçon. J'ai l'énorme plaisir aujourd'hui de modérer le webinaire, un webinaire donc, sur la télé réadaptation, un webinaire exceptionnel qui a comme invité le docteur Bruno Pavy et le docteur Jean-Michel Guy. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet conversation ou questions-réponses. Et sans tarder trop, car on aura 30 minutes pour deux topos, je donne la parole au docteur Bruno Pavy. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Je partage l'écran, si j'ai bien compris. Merci. Hop. Et je mets... Voilà. C'est bon là, ça marche? Parfait. C'est parfait. Bon, bonjour à tous. Donc, je vais parler du pourquoi de la téléréadaptation, pourquoi on en est arrivé là en France, sachant que dans d'autres pays, c'est déjà utilisé depuis un bon moment. Donc, en parlant un petit peu de la pandémie, puisque c'est la pandémie qui a un petit peu boosté l'affaire, mais il faut savoir que les projets est datés d'avant la pandémie. Ils ont été en fait à la fois retardés et boostés à la fois. Donc, la téléréadaptation, pourquoi? Parce que la réadaptation cardiaque, comme vous le savez peut-être, est sous-utilisée, très sous-utilisée. On voit ici les chiffres en post-infarctus. Donc, normalement, chez l'homme, vous voyez, 30% des patients éligibles vont effectivement en réadaptation, avec des grandes disparités d'ailleurs dans les différentes régions, pour des raisons certainement d'accessibilité, à un manque d'offres probable. Alors, pourquoi faire de la téléréadaptation? Alors, il y a eu un appel européen que vous voyez ici, qui montre d'abord qu'il y a beaucoup de barrières à la participation à la réadaptation. Bon, il y a la pandémie, mais on va passer outre la pandémie pour parler j'espère, d'une post-pandémie. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'obstacles, hein, des obstacles d'abord de non-prescription de la réadaptation, ce qui est un des premiers obstacles. Problème de prise en charge, ce n'est pas vraiment le cas en France. On pense qu'il y a une monotonie de l'activité de réadaptation, ce qui n'est pas forcément vrai. Des problèmes pratiques, problèmes de transport, de distance, d'horaire d'ouverture, et là, justement, la téléréadaptation sera intéressant. Et puis, le patient. Donc, d'abord, le manque de motivation, le manque de connaissances. La faible condition physique, disant c'est pas pour moi, par exemple, le manque de temps, cause professionnelle, ou le manque d'intérêt, tout simplement. Donc, tout ça, ce sont des barrières qu'il faut vaincre. Alors, donc, il y a cet appel que vous voyez ici. Pourquoi? Donc, pour pallier à la réduction de l'activité pendant la pandémie. Et voilà, donc il y avait un appel un peu urgent, hein, qui a été fait dès 2021 pour développer absolument la téléréadaptation de plus en plus, avec des intérêts multiples, augmentation de l'offre, ça c'est important, pour vaincre en particulier la réticence de patients à venir en groupe. Donc ça, c'est effectivement pendant la pandémie, mais c'est également en dehors, qu'il y a des gens qui ne veulent pas venir en groupe. Un intérêt économique, on en reparlera certainement, avec moins de trajets en particulier, bien sûr. Et puis la satisfaction des patients, et là, on commence à avoir une petite expérience. Les limites, alors oui, il y a beaucoup d'interrogations quand même sur les prises en charge donc des facteurs de risque, hein, le tabac, l'hypertension, le diabète, les problèmes alimentaires, etc. L'éducation thérapeutique, donc on peut faire à distance, mais bon, ça demande de l'ingéniosité et enfin, vraiment à travailler vraiment dessus. Et puis l'éloignement des patients, comme toute enfin, télémédecine, ça peut poser des réticences pour certains. Alors, il faut d'abord bien voir que les risques de l'entraînement supervisé sont très faibles. Là, c'était 2 registres qui ont été faits en France. L'un, c'est l'année 2003. Vous voyez, là, il y a 65 centres, 25 000 patients, 750 000 heures d'entraînement. Bon, c'est un gros registre. Il y a eu 20 complications, donc 5 post-test d'effort et 15 complications pendant l'entraînement. Et vous voyez que 16 complications étaient des post-angioplasties, ce qui nous a fait faire un deuxième registre pour les patients stentés, qui sont les patients qui nous intéressent aujourd'hui. Vous voyez, plus de 3 000 patients, plus de 5 000 stents, donc 40% étaient actifs. Il y a eu 4 thromboses de stent
dans l'heure post-exercice, hein, pendant ou juste après. Alors, il y a eu 2 précoces et 2 très tardifs. Hein. C'était fait en Belgique, parce qu'il y avait un centre belge, où c'était carrément à 6-8 mois. Donc, on voit que les complications sont très faibles et on va se baser en plus sur un score qui va encore screener des patients à encore plus faible risque. Là, c'est un groupe canadien qui a regardé la fréquence cardiaque de repos, la pression artérielle, la fraction d'éjection, est-ce qu'il y a des arythmies, la capacité fonctionnelle, et puis est-ce qu'il y a une ischémie résiduelle, symptomatique ou non, un sous-décalage au test d'effort, est-ce qu'il y a des lésions qui restent, hein, qui n'ont pas été revascularisées. Avec tout ça, il voit que d'abord le risque global est faible, et avec un score inférieur à 4, le risque est vraiment extrêmement faible. Et donc, on s'est basé sur ce score pour expérimenter la téléréadaptation en France, enfin, en tout cas dans une expérimentation. On a omis un peu les équivalents métaboliques, la capacité fonctionnelle, car ce n'est pas une mesure, c'est une estimation, et c'est un petit peu compliqué. Vraiment à ce que ce soit véritable. Et là, vous voyez que si c'est moins de 6 équivalents métaboliques, ben, en fait, ce seraient des patients à risque. Et en fait, on a beaucoup de patients qui sont en dessous de 6 mètres pour des problèmes de désentraînement, tout simplement. Donc ça, on met ça un peu de côté. Alors, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Là, vous avez un statement américain qui a repris de nombreuses études. Alors, ce sont des petites études en général, des essais randomisés qui ont montré que globalement, les résultats sont similaires à la réadaptation en centre, sur un suivi court, hein, de 3 à 12 mois. Mais le niveau de preuve reste quand même très limité. Mais globalement, il n'y avait pas plus de complications. Et puis, il donnait donc c'est une sorte de recommandation sur les facteurs de risque, hein, l'alimentation, le stress, etc. Bon, on peut développer ça avec des moyens techniques et puis de l'expérience. Parce qu'il est évident qu'au départ, on tâtonne un peu. Et après, il faudra beaucoup d'expérience pour pouvoir être efficace dans tous ces compartiments. Donc, en conclusion, voilà, il existe l'hospitalisation complète pour les patients post-chirurgicaux en particulier ou complexes, ceux qui ont besoin d'un groupe. Alors, il y a des gens qui ont besoin d'un groupe, hein, ils préfèrent venir en groupe. L'hospitalisation de jour, qui est très développée, en particulier après infarctus, pour les patients autonomes qui n'habitent pas trop loin, qui ont besoin également du groupe, et puis donc la téléréadaptation qui pour l'instant n'est qu'expérimentale. Chez les patients donc autonomes, bien sûr, qui ont par exemple un habitat éloigné ou un choix personnel de ne pas venir en groupe et de faire ça chez eux. Voilà, je vous remercie. Et je départage. Non, c'est bon. Merci beaucoup, Bruno. Alors, on prendra les questions à la fin. Donc, après la topo de Dr Guy, on va avoir une petite session de discussion. Sans tarder trop, je donne la parole au Dr Jean-Michel Guy. Bonjour Jean-Michel, tu as la parole. Bonjour. Bonjour. Alors moi aussi, je voudrais partager l'écran, mais là, j'ai un message qui me dit que ça devrait aller. Ça devrait aller mieux là. Voilà, c'est ça. On y est. Voilà. Donc, effectivement, comme vient de le dire Bruno, la téléréadaptation n'existe pas vraiment en France, même si elle existe quand même, puisque beaucoup de centres ont fait des petits essais directement, mais elle n'existe pas de façon officielle. Et c'est dans le cadre de l'article 51 qu'il y a eu plusieurs expérimentations, dont 3 expérimentations dont je vais vous parler, et qui montrent bien le fait qu'on est passé d'un projet à quelque chose d'un peu plus concret. Alors, l'article 51 vient de la loi de financement de la sécurité sociale. Le but, c'est de proposer des nouveaux parcours de santé, des nouvelles organisations qui reposent sur un financement qui est fait par la sécurité sociale, mais des projets qui sont à la fois innovants, qui sont pertinents, qui sont reproductibles d'un centre à un autre, car l'objectif de l'article 51, c'est de le généraliser, et aussi que ça soit à moindre coût par rapport à ce qui se fait, tout en gardant la pertinence du sujet, par exemple, là, des résultats qu'on peut obtenir en réadaptation. Donc, cette téléréadaptation a pour objectif principal d'augmenter les possibilités de soins par ces programmes innovants.
Le flux classique de la réadaptation, c'est de l'hôpital ou bien d'un centre privé ou vers un centre de réadaptation. Et ensuite, une fois que le programme est fait, les gens retournent à leur domicile. La téléréadaptation va inclure un lien un petit peu particulier entre le centre de réadaptation où l'évaluation est faite, initiale et finale, et puis le domicile du patient ou bien éventuellement un centre secondaire, comme on va le voir. Et c'est là que va se jouer la téléréadaptation. Alors aujourd'hui, il y a 3 projets en question qui fonctionnent, hein, qui ont débuté, on va dire, en début d'année. Là aussi, c'était un peu reculé. Il y a d'abord le projet EvaCorse, qui est un projet corse, qui part du centre hospitalier de Bastia avec un autre centre hospitalier d'Ajaccio et 7 établissements de santé pluridisciplinaires, et c'est ça qui est important, qui va donc rayonner pour toucher un petit peu tout le territoire corse. Et puis 2 autres projets qui sont sur le territoire, qui sont le projet WorldCop, qui inclut, c'est 8 centres de réadaptation français cardiaques qui vont inclure des patients, et REDAI, qui est un projet également qui part du centre hospitalier de Bligny, puisque son promoteur est à Bligny, et qui va ensuite s'étendre à Rennes et à Bastia. Aujourd'hui, l'intérêt et le but de ces 3 projets, c'est d'inclure les patients un petit peu avec des chiffres différents parce que les durées sont différentes, comme vous voyez là, qui vont de 500 patients à plus de 2500 patients et de 3 ans à 4 ans et qui ont débuté à peu près tous en même temps en janvier. Je vous en donnerai quelques résultats. On voit immédiatement avec ces 3 projets, il y a un lien qui est important, c'est le transport. En Corse, il est parfois difficile de parcourir 40 km. La région, par exemple, la région stéphanoise dans laquelle je suis, on s'est aperçu qu'en moyenne, les gens venaient quand même avaient 53 km de voiture à faire. Et puis, en agglomération parisienne, on peut aussi comprendre que le problème de transport est un phénomène important et va dans la difficulté de l'accessibilité et donc plutôt la téléréadaptation. Les indications sont d'abord des coronariens stables, comme vient de le dire Bruno, avec un score rare inférieur ou égal à 4. Mais dans les 2 autres projets que WorldCop, on a aussi des patients qui sont des patients dits à haut risque, diabétiques ou pas, des post-chirurgicaux, des insuffisants cardiaques, et parce que c'est un peu la particularité de Bligny, les cardiopathies congénitales. Donc une population qui est un petit peu plus vaste que le coronarien stable. Le coût moyen de ces études est assez intéressant puisque pour EvaCorse et WorldCop, qui inclut le coût global à la fois en centre et à la fois hors centre, on a des chiffres pour un programme de 2154 €, ce qui correspond à peu près à la moitié d'un programme classique. Et dans l'étude REDAI, le coût est à 629 €, mais que pour les hors les murs, c'est-à-dire qu'on n'a pas inclus dans ce coût les coûts effectués pour des séances qui sont faites dans le centre, et vous verrez, il y en aura. Les patients qui sont les plus éligibles, aussi bien dans WorldCop que dans REDAI, c'est des patients qui vont être en autonomie à domicile, donc c'est quelque chose qui est nouveau, avec un appel téléphonique par semaine par un infirmier ou bien une surveillance régulière lorsque les patients reviennent, et c'est pour ça qu'il est hybride, le projet REDAI, c'est-à-dire que les gens font 3 à 4 séances par semaine à domicile et ils reviennent une fois par semaine au centre où on remet un petit peu toutes les choses à plat pour revoir un peu le patient. En Corse, la délégation de la tâche de réadaptation est donnée à ces établissements secondaires pour faire de la réadaptation comme on le fait dans le centre, ou presque, parce qu'il n'y a pas toute le même équipe, mais en tout cas, il y a un encadrement du patient, il y a une surveillance du patient fait dans un centre le plus proche du domicile du patient, et bien sûr, nécessité d'encadrement des équipes qui s'occupent de ces centres secondaires par le centre évaluateur du départ. Les programmes sont ceux-là, c'est-à-dire qu'on est à peu près chaque fois sur 20 à 23 séances pour EvaCorse et WorldCop, avec des séances qui sont faites au départ en centre de réadaptation pour une évaluation, mais aussi pour l'apprentissage, pour se servir de l'outil qui va servir à la réadaptation, avec des programmes qui sont des programmes d'endurance et renforcement musculaire classique, alors que dans REDAI, on est parti sur 30 à 40 séances un peu plus longues, avec là aussi des séances d'initiation en centre qui permettent aussi de faire de l'éducation thérapeutique, et puis les séances autonomes. La particularité d'EvaCorse, c'est donc ça. L'innovation, c'est le fait qu'on va faire maison proche du patient,
de la réadaptation, donc éviter les transports jusqu'au niveau du centre hospitalier, mais le faire à travers des centres secondaires. Mais à chaque fois, il y a une évaluation avant et une évaluation finale dans le centre de réadaptation pour donner la pleine plénitude du programme même du patient. Pour WorldCoop, une fois que les séances au centre ont été faites, le patient rentre à son domicile pour faire 16 séances de réadaptation avec une application sur son smartphone, avec un capteur de fréquence et un vélo qui lui est prêté. Et à chaque fois qu'il va faire une séance de réadaptation, on va enregistrer les données de cette séance de réadaptation qui seront ensuite analysées et surveillées par l'équipe du centre. Pour le programme REDAI, la particularité, c'est cette alternance, c'est ce programme hybride qui fait que les gens viennent une fois par semaine. C'est aussi une difficulté, comme on le verra tout à l'heure, viennent une fois par semaine pour faire le lien avec le centre. Et le reste de la semaine, ils font leur programme d'activité à domicile. Les données qu'on a en surveillance sont des données de fréquence cardiaque et de durée de l'exercice qui ont été enregistrées lors de l'évaluation. Dans les 3 cas, c'est la même chose. À partir de là, les patients ont une feuille de route, entre guillemets, avec cette fréquence cardiaque et avec cette durée qui va pouvoir être modulée et modifiée en fonction de leur progrès durant la réadaptation. Pour WorldCoop, ces données sont transmises à une plateforme de surveillance qui va être analysée quotidiennement par un infirmier avec des alertes de niveau de fréquence si le patient est trop haut en fréquence ou trop bas sur les dossiers d'observance. Et pour REDAI, c'est une surveillance par une hotline qui est faite également par un enseignant d'activité physique adaptée qui 7 jours sur 7 peut rester en contact avec son patient. Voilà par exemple le type de tracé de fréquence cardiaque que vous voyez en bas que l'on récupère grâce à l'application sur smartphone et qui est analysé par un infirmier ou éventuellement par le médecin, en tout cas un infirmier en transition pour donner ça aux patients. Aujourd'hui, à 6 mois, on a 71 patients inclus dans l'EVA-Corse, 118 dans WorldCoop, 48 dans REDAI, mais ça va s'étendre aux autres centres. On a d'emblée des âges moyens un petit peu différents, mais c'est aussi des indications qui sont liées. On a d'emblée, on voit que l'observance, en tout cas pour WorldCoop et REDAI, a été notée excellente et que pour WorldCoop, on voit déjà que la puissance obtenue en fin de cette téléréadaptation est à peu près identique à ce que l'on trouve en réadaptation en centre. Et surtout, aucun accident. Donc, quelque chose qui paraît assez sécure dans tous les cas. Comme l'a dit aussi Bruno tout à l'heure, l'éducation thérapeutique est compliquée en téléréadaptation, pas dans EVA-Corse, puisque les gens sont entourés par une équipe médicale dans leur centre secondaire, mais pour les autres, WorldCoop et REDAI, il nous faut trouver des systèmes pour améliorer nos séances d'éducation thérapeutique et honnêtement, pour l'instant, on n'est pas au top à 100% et la plupart des séances d'éducation thérapeutique se font dans le centre avant que les gens soient livrés à eux-mêmes. Les choses qui sont un petit peu difficiles, c'est que les patients, par exemple dans EVA-Corse, on s'est aperçu qu'ils étaient peu autonomes, qu'il y avait une délégation de tâches à donner, qu'il y avait des problèmes de participation des centres secondaires. Comme toujours, il faut mettre petit à petit le train en route. Pour WorldCoop et REDAI, les patients sont autonomes et il faut les familiariser à l'application. Ça peut être quelque chose d'un peu compliqué. Le caractère hybride, je viens une fois dans mon centre, après je fais tout, ça peut être compliqué. Dans tous les cas, il faut de toute façon une réorganisation des centres et la grande difficulté reste le temps médical et paramédical qui n'est pas toujours le meilleur. Ce qui est bien, c'est que dans tous les cas, on a montré une bonne fonction, enfin, on a montré une création d'un système qui n'existait pas auparavant, avec quelque chose qui petit à petit s'autonomise et qui va être de plus en plus intéressant pour le patient, lui donner de l'autonomie. Pour WorldCoop, on a démontré qu'on avait une bonne fonctionnalité de l'interface et on a déjà des chiffres avec 42% de patients qui viennent en téléréadaptation et qui ne seraient pas allés en réadaptation classique. C'est quand même un chiffre important. Beaucoup de satisfaits et puis une grosse économie de kilomètres qui donne une économie en chiffres, enfin en finance et aussi sur le plan écologique. En conclusion, la téléréadaptation, c'est un besoin qui est reconnu par les autorités ministérielles. Si on nous a donné des budgets pour faire ces expérimentations, c'est que vraiment on y croit. C'est une des solutions, parce qu'il y en a d'autres, pour développer une complémentarité dans le parcours de soins. Là, on a la chance d'avoir 3 expérimentations en article 51 qui donnent des parcours et des typologies de patients différents. Pour l'instant, les valeurs que l'on a sont des valeurs, enfin, ça paraît être un programme fiable, qui est adapté à des patients qui sont bien sûr autonomes et qui semblent reproductibles. Il y a un impact financier et écologique important avec les kilomètres.
On espère que le fait de faire dans un contexte quotidien va améliorer le maintien à long terme et donc permettre une utilisation de l'application en phase 3. Et puis, ça nécessite quand même de toute façon d'optimiser l'organisation des centres de réadaptation cardiaque et de réfléchir, repenser, remettre un personnel plutôt dédié à ce genre de choses. Voilà, tout cela fait partie de la découverte à l'heure actuelle des centres qui sont dans l'article 51. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci également, Bruno. Alors, il y a pas mal de questions. Moi aussi, j'ai des questions, surtout par le fait que bientôt, on va ouvrir dans notre centre hospitalier un centre de SSR cardiologique. Alors, pour les patients que vous avez suivis en télé-réadaptation, quels sont quels dispositifs ils ont quel dispositif à la maison? Ils ont des montres connectées, vélos connectés. Est-ce que vous faites confiance aux montres connectées parce que la fréquence cardiaque parfois peut-être elle n'est pas très fiable, ou est-ce qu'elle est très fiable? Vous pouvez détailler un petit peu sur les outils que les patients ont chez eux ou que le programme fournit? Je réponds. Bon, sur le plan technique, donc les gens, il faut qu'ils aient un smartphone qui soit compatible. C'est-à-dire que des fois, il y a des vieux smartphones qui sont, à cause de l'application, bon, enfin, on fait des essais avant. Éventuellement, on peut en prêter, enfin, je trouve que c'est pas arrivé encore. Et après, à domicile, alors on leur prête donc un vélo s'ils n'en ont pas, un vélo d'appartement, ou alors ils font avec ce qu'ils ont, s'ils préfèrent. S'ils préfèrent faire du tapis, s'ils ont un tapis, ou même dehors, ils peuvent très bien le faire dehors. Il suffit de prendre le smartphone avec soi. Si ce n'est pas, s'il va dans un endroit qui n'est pas bien couvert, c'est enregistré, enfin, normalement ça doit marcher, et après c'est récupéré par la suite. Donc les données normalement sont récupérées. Et donc, il y a un capteur, ils ont un capteur, ils ont le même capteur parce que sinon, il y aura des problèmes de compatibilité. Et nous, on a des courbes de fréquence, enfin, comme Jean-Michel a montré. Elles sont très bonnes, il n'y a aucun problème. Donc, on voit bien on leur donne une fréquence théorique à ne pas dépasser, qui est en fait la fréquence maximale qu'ils ont fait au test. Et ils sont en général largement en dessous. Et on leur donne après, alors après, il y a deux possibilités. Soit on leur donne une fréquence d'entraînement, ce qui est un petit peu compliqué. Enfin, pour moi, je trouve que c'est un peu compliqué. Et on leur donne surtout l'échelle de Borg. Alors, l'échelle de Borg, c'est une échelle de perception de l'effort. Et on leur a appris à le faire donc, dans les premières séances, dans le centre. Et c'est assez facile. Après, c'est assez rapide pour prendre en main cet outil qui est très, très fiable. Et on leur donne donc une échelle, voilà. Enfin, par exemple, il y a l'échelle entre 6 et 20. Et voilà, ils s'entraînent en général autour de 12-14. Voilà. Et ils arrivent très bien. Et donc, à chaque séance, on a la fréquence, on a la courbe de fréquence et on a l'échelle de Borg qu'ils donnent. C'est eux qui donnent. Voilà, c'était facile, plus difficile, etc. Et ça leur permet d'évoluer. Voilà, ça marche. Pour l'instant, il n'y a pas de gros problème technique. D'accord. La fiabilité du logiciel et de la plateforme pour WorldCop est très bonne. On a vraiment des choses qui sont excellentes. Et oui, on se sert comme vient de dire Bruno. Pour le projet Red-Eye, les gens ont aussi un smartphone avec un programme. Et c'est quand ils rentrent aussi quand ils reviennent une fois par semaine dans le service qu'ils vont montrer un petit peu ces données. D'accord, donc ce n'est pas toujours en live. Ça veut dire que si le patient fait un effort, la plupart du temps, voilà, ce n'est pas en live, ça enregistre, et après, dès qu'il arrive à la maison ou dès que les données sont passées par Wi-Fi, l'infirmière ou le centre récupère, ou, comme Jean-Michel le dit, après une semaine ou après quelques jours, dès qu'il arrive au centre. C'est ça, Jean-Michel? Ce n'est jamais en live. C'est-à-dire que ce soit dans le programme WorldCop ou Red-Eye, parce que le programme Eva Corse, c'est une autre idée, mais c'est une idée excellente aussi. Mais dans le programme WorldCop et Red-Eye, ce n'est jamais en live. C'est-à-dire que les gens, ils ont le droit de faire de l'activité physique quand ils veulent. S'ils rentrent du travail et qu'il est 20 heures et qu'ils veulent faire un peu de vélo, ils font avec leur smartphone. Et c'est le lendemain que nous avons des données analysées par notre infirmier qui va regarder
regarder ce qui s'est passé. Mais rien n'est en live. Et les patients sont prévenus, bien évidemment, au départ, avec des consignes de sécurité, avec des choses comme ça. Une femme qui vient, beaucoup de femmes ne viennent pas en réadaptation. La téléréadaptation peut être aussi très intéressante pour les femmes parce qu'elles emmènent leurs enfants à l'école le matin, qu'elles rentrent à la maison, il est 11 heures. Enfin, voilà, il n'y a jamais de choses en live. D'accord, je comprends. Pour l'activité physique. Oui. Juste pour compléter, pas pour compléter, mais une question liée à ce que tu viens de dire. Donc, vous avez mentionné qu'au total, il y a environ entre 20 et 23 séances, c'est ça? C'est toutes des séances d'effort ou est-ce que vous faites aussi de la télérééducation, des ateliers en ligne? Alors là, on a laissé pour l'instant un petit peu chaque centre, je parle de World chaque centre faire un peu ce qu'il voulait. Certains centres font toutes les séances d'éducation thérapeutique au départ, avant que les gens soient lâchés à domicile. D'autres utilisent des liens vidéo qu'on projette. Nous, on travaille beaucoup également sur des vidéos d'éducation thérapeutique que les gens vont voir et après on analyse ce qu'ils ont vu, etc. Parce qu'il y a quand même des contacts avec les gens qui peuvent être à distance, mais il y a des contacts. Puis il y a le contact de fin également. Mais pour l'instant, l'éducation thérapeutique pose le plus de problèmes pour la téléréadaptation. En tout cas, c'est ce que nous, on ressent à travers l'expérimentation. Et je crois que Bruno est d'accord. Tout à fait. Oui, nous, on le fait au début. Ils viennent 3 ou 4 fois maximum et on fait les séances à ce moment-là. Et on avait déjà fait ces séances d'éducation en début de programme. Au départ, on voulait le faire, je parle avant, il y a très longtemps. On voulait le faire tout le long du programme pour que ce soit plus équilibré. Mais en fait, non, il vaut mieux le faire rapidement parce que les questions arrivent après et ça permet de faire des réactivations. Et ensuite, oui, on n'a pas parlé des contacts. On a des contacts au minimum une fois par semaine avec les patients. Un contact visio, donc quand ça marche, parce que nous, on a des petits problèmes. Ça, c'est l'hôpital, c'est pas. Mais là, c'est réparé, non, ça marche. Merci beaucoup, Bruno. Alors, une question rapide pour Bruno. Quel est le patient idéal qu'on pourra inscrire dans ce type de programme? Parce que j'ai vu que la population n'est pas hyper homogène dans les 3 essais. Alors, pour toi, Bruno, quel est le patient idéal à inclure dans ce type de programme? Alors, nous, on a pris, dans World Cup, puisque nous, on a fait partie de ce programme, on a pris des gens à très faible risque. Donc, ce sont les coronariens qui ont fait alors un syndrome coronaire aigu et ou une angioplastie, ou simplement une angioplastie, même s'il n'y a pas vraiment syndrome coronaire aigu. Et on les prend dans les 3 mois, le plus rapidement possible. Nous, ça nous permet de les prendre plus vite, de ne pas attendre des places, parce qu'en hôpital de jour, souvent, il y a des problèmes de place. Surtout depuis la pandémie, on est obligé de limiter le nombre. Donc, c'est pour ça que ça c'est un petit peu... ça a été à la fois reculé et puis avancé du fait des problèmes de la pandémie, puisqu'on est limité vraiment par le nombre de patients à cause de la distanciation. Et voilà, c'est vraiment le patient à faible risque. On fait vraiment le tour au départ, c'est-à-dire qu'on les voit, est-ce qu'ils vont bien? Est-ce que psychologiquement ils sont aptes à le faire? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas. Moi, j'ai un patient, j'étais certain qu'il allait le faire. Il m'a dit non, moi je veux être en groupe pour être, je veux du groupe au contraire. Il y en a d'autres, c'est l'inverse. Et en plus, ça va permettre à beaucoup de patients qui ont repris leur travail, les artisans, les gens comme ça, de pouvoir participer de loin. En fait, on participe de loin. Donc, ce sont des gens à faible risque. Dans World Cup, il y a 30% de patients qui travaillent. D'accord. Donc, c'est plutôt le profil, c'est plutôt les gens qui sont autonomes, qui ont des professions. Voilà. Et juste, c'est plutôt des coronariens ou on peut faire aussi de l'insuffisance cardiaque? Ou alors, nous, on ne le fait pas, mais ça se fait. Ça se fait. Insuffisance cardiaque stable. Donc, il y a des études qui ont montré, que c'est tout à fait possible. Parce qu'en fait, le risque est assez faible, mais il faut vraiment qu'il soit stabilisé. En général, ça se fait en seconde intention. C'est pas directement. Quelqu'un qui est en décompression cardiaque, il ne va pas sortir chez lui directement faire ça. Donc, en général, c'est plutôt une phase 3 ou une phase 2 avancée. Mais les systèmes sont différents ailleurs. Mais ça marche très bien au Canada, en Australie, donc dans des endroits où il y a vraiment des grandes distances.
Et ça permet de… Ils font ça, je crois, plus en direct, plus qu'en différé. Mais c'est tout à fait possible. Juste pour insister dans ce que vient de dire Bruno, c'est qu'aujourd'hui, on a une évaluation qui est faite dans un centre. On a la nécessité, on n'imagine pas pour l'instant justement un patient à qui on donne un smartphone et un capteur et on lui dit tu vas faire de la réadaptation. Il y a nécessité de screener ces patients parce qu'il y en a qui peuvent pas, parce qu'il y en a qui sont quand même dangereux, qui vont faire des extrapistoles pendant leur test d'effort, etc., etc. Donc il y a besoin de cette évaluation de départ avant de se lancer dans une téléréadaptation à tout va. Enfin, c'est notre sentiment. Absolument. Et enfin, je rebondis. Après, on a une image psychologique du patient dès qu'on le voit. Et bon, on a des fous furieux. Hein. Dans les centres, on voit bien, hein, il y a des gens un peu gamins. Hein, c'est-à-dire, ils sont là, dès qu'on tourne la tête, paf, ils font n'importe quoi. Ces gens-là, on les prendra jamais en téléréadaptation, c'est sûr. Je comprends. Donc, pour résumer, peut-être c'est le jeune patient, idéalement coronarien, et donc qui, à l'épreuve d'effort, ne présente pas de signes de gravité, idéalement qui a une bonne FEVG et qui est compliant. Et qui, voilà. Bien sûr. Et c'est très intéressant parce que ce sont les patients qui, la plupart du temps, ne viennent pas en adaptation. Enfin, on a les chiffres là, c'est à peu près, il y a globalement 30% des patients éligibles après un syndrome coronaire aigu qui devraient aller en réadaptation, et il n'y en a que 30% qui sont réadaptés. Hein, donc, pour des problèmes souvent sur le travail, voilà. Et ça, c'est une réponse pour améliorer ça. Merci beaucoup. Alors, une question pour Jean-Michel. Bon, la réadaptation, elle est magnifique. Par contre, dès que les patients finissent le programme, ils tombent dans une sorte de zone grise, on les voit même en consultation après. Et il y a certains patients, pas tous, certains qui ne continuent pas l'effort. Jean-Michel, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce qu'une activité physique adaptée pérenne par les clubs, il y a des clubs d'hiver qui font ça? Qu'est-ce que tu penses? Comment tu vois les choses? Parce que on voit parfois, pour certains patients, que le bénéfice de l'adaptation, il est quasi nul à un an pour certains patients qui oublient de continuer les bonnes habitudes. Alors, c'est notre souci particulier, enfin, c'est vraiment le souci principal, hein, la réadaptation. Si c'est pour en faire que 3 semaines et puis basta, c'est vrai que ça n'apportera pas des bénéfices aux patients. Le bénéfice, c'est le maintien. Le maintien, pas que de l'activité physique, hein, le maintien de l'arrêt du tabac, le maintien des conditions alimentaires, le maintien etc., etc. Donc, la téléréadaptation peut apporter un plus puisque on resitue l'activité physique, en tout cas à l'intérieur même de la vie des patients, parce que pourquoi les gens arrêtent? Parce qu'ils reprennent leur vie professionnelle, parce qu'ils reprennent leur vie familiale, donc ça passe en second plan. Le fait de placer d'emblée une activité physique alors qu'ils travaillent pendant la réadaptation va peut-être, et c'est ce qu'on imagine, puisque beaucoup sont intéressés par continuer avec l'application dans les mois qui viennent. Sinon, aujourd'hui, on utilise de façon classique, bien sûr, tous les réseaux qu'on peut avoir autour des centres de réadaptation, que ce soit les clubs Cœur et Santé, que ce soit maintenant le sport santé qui est important et qui permet justement petit à petit de maintenir ces gens dans une activité physique parce que sinon, ils oublient, ils arrêtent, etc. Mais là aussi, il y a des tas de projets qui sont faits justement sur le suivi de ces patients à distance et sur le rôle, entre autres, des enseignants d'activité physique adaptée sur ce maintien. Mais la téléréadaptation peut jouer un rôle important parce que ces gens qui ont été sensibilisés au smartphone et aux différents accessoires qu'on peut amener avec une application, eh ben, risquent de poursuivre, enfin, on espère, poursuivront un petit peu mieux. D'accord, merci beaucoup. Alors, une question pour tous les deux pour finir notre webinaire. Est-ce que vous voyez le futur de la réadaptation cardiaque? Est-ce qu'il va passer en grosse partie en téléréadaptation? Comment vous voyez d'ici 5 ans le parcours? Parce que je pense que le Covid a boosté un peu cette démarche et ces habitudes, quoi. Et on voit bien que en effet, le risque, il est quasi zéro, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Michel Brulon? Alors, en fait, le projet était avant la pandémie, on ne l'avait pas intuité. Enfin, quand la pandémie est arrivée, ça a à la fois bloqué, bien sûr, et puis dans un deuxième temps, ça a boosté parce que bon, il a fait beaucoup de télémédecine, donc ça rentrait tout à fait dans le cadre. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça a été accepté. Enfin, il y a eu les 3 projets acceptés.
Alors après, moi, je sais pas, dans 5 ans, je sais pas du tout. Par contre, enfin, je pense pas que tout sera fait en téléadaptation. Alors après, on se méfie beaucoup. Alors, il y avait une réticence hein, dans le milieu de la réadaptation, une réticence à avoir des éléments extérieurs qui viennent dire oui, on va faire la réadaptation. D'ailleurs, il y a des projets, hein, il y a des réadaptations toutes faites comme ça par la technique. Et là, il faut se méfier parce que c'est comme tout, hein, il y a du bon et du mauvais. Et il faut d'abord bien screener au départ. Hein, il faut savoir bien à qui on parle avant de, parce que des fois on recule hein, quand on voit le patient. Enfin, moi je vois, c'est vraiment, c'est quand on le voit au départ, on a tout de suite une impression, dire bon, voilà, oui ça va être possible, ou alors oula, là je vais certainement pas lui proposer. Hein, donc ça c'est très important. Hein, c'est un peu, enfin, je pense avec l'expérience on saura plus. Mais après, il faut se méfier des trucs tout faits extérieurs. Hein. Il y a beaucoup dans le net, hein, on trouve des trucs tout faits, on peut faire de l'entraînement. Bon, c'est mélangé avec le sport. Alors bien sûr, bon, pour le sport, ça pose moins de problèmes. Mais là, c'est quand même des patients. Même si le risque est faible, il faut quand même être prudent. Jean-Michel? Alors, non, je ne pense pas que la téléréadaptation prendra le dessus sur ce qui se passe en centre de réadaptation. D'abord parce que ce contact humain, il est important, mais c'est un outil important pour certains patients qui ne viennent pas en réadaptation. C'est ces gens-là qu'il faut qu'on touche. Probablement, la réadaptation va aussi changer en termes de durée, en termes de programme. Il y aura toujours des gens très malades, très graves, qui nécessiteront des semaines et des semaines d'hospitalisation. Mais c'est quand même une piste intéressante. Et puis, comme Bruno, je dirais, quand on veut préparer un marathon, on a des tas de programmes sur Internet, mais quand même, l'individualisation d'un programme est important. Et l'individualisation par le biais d'un centre de réadaptation, par le biais de ce que vient de dire Bruno, c'est-à-dire de l'échange qu'on peut avoir avec le patient, arriver à le conseiller, qu'il soit sportif de haut niveau ou qu'il soit justement inactif, il y a tellement un éventail de choses qu'il faut absolument passer encore, et j'espère encore longtemps, par les compétences et les échanges entre le centre même et le patient. Mais c'est une piste, comme il y en a d'autres pistes. Hein. Ce que propose la Corse est aussi très intéressant, c'est-à-dire d'avoir des centres secondaires pour des raisons bien évidentes de transport, et ça peut exister dans d'autres pays, dans d'autres départements que la Corse, hein, et parce qu'il n'y a pas beaucoup de centres. Eh bien, c'est aussi une façon intéressante de mettre en route des réseaux avec des médecins, avec des personnels infirmiers, etc., qui sont supervisés soit par les centres hospitaliers, mais qui nous permettent d'agrandir, de faire une espèce de tâche d'huile pour multiplier les endroits où on pouvait faire de la réadaptation à chaque fois, pas n'importe comment. C'est bien clair. Merci infiniment pour votre temps. Je vous rappelle qu'on a discuté de la téléréadaptation cardiaque avec deux invités d'exception, Dr Bruno Pavie et Dr Jean-Michel Guy. Vous allez pouvoir revoir en replay ce webinaire bientôt. Merci encore et on espère quand même, ou moi je l'espère, voir ce type de projet se développer, mais bien évidemment, comme vous l'avez dit, avec des critères très clairs et pour les patients qui vont vraiment bénéficier. Merci encore pour votre participation. Merci pour votre temps. Merci. Merci, au revoir.